Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'art de la guerre au XVIe siècle, époque marquée par les réformes religieuses, les grandes découvertes, le déclin social et militaire de la chevalerie. L'Europe de la fin du XVe siècle est en pleine renaissance. C'est à cette époque que l'artillerie moderne et les armes à feu portatives s'imposent en Occident. Un siècle plus tard, les armées ne sont déjà plus menées par des héros, mais commandées par des généraux. L'infanterie adopte des formations de combat rigoureuses, inspirées de l'Antiquité romaine, et la terrible puissance de feu exige de nouvelles fortifications afin de mieux se protéger. Vous voulez en savoir plus sur l'art de la guerre du XVIe siècle? Venez avec moi. L'idée que l'équilibre des forces entre les différents États est le meilleur moyen d'assurer la paix fut déjà formulée par des penseurs florentins au début du XVIe siècle. Mais la défense de la communauté chrétienne servait encore à justifier des ambitions hégémoniques. À peine élu empereur en 1719, Charles Quint fut invité par son chancelier Gattinara à fonder un empire universel. Les prétentions dynastiques et la fortune capricieuse des armes mettent aussi en péril l'existence de nombreux États. En 1477, l'agressive Bourgogne de Charles le Téméraire a disparu en tant qu'entité politique pour avoir fourvoyé son armée, qui était pourtant l'une des plus fortes en Occident. En comparaison, l'absorption de la République de Sienne par la Toscane après 1555 apparaît comme un épisode dramatique d'une simplification territoriale à laquelle l'Italie elle-même n'a pas échappé. Les derniers défenseurs de Sienne furent le français de Montluc, quelques Allemands et les proscrits florentins de Piero Strozzi. La Suède a perdu momentanément son indépendance en 1520, comme le Portugal en 1580, tandis que la Savoie était réduite à presque rien de 1536 à 1579. C'est dire que de gros investissements militaires semblaient être alors indispensables, non seulement pour jouer un rôle important dans les relations internationales, mais pour survivre. Or, d'un point de vue strictement militaire, le XVIe siècle a été marqué par une révolution technique. Les armes à feu, arquebuses, puis mousquets, ont remplacé les armes de trait, arcs ou arbalètes, qui étaient sans doute plus performantes à l'époque. Au XVIe siècle, l'affirmation du rôle de l'État, le heurt des impérialismes et les progrès techniques rénovent le style de combat et entraînent de profondes modifications dans les institutions militaires. Le roi conserve sa primauté comme chef suprême des armées. Il aspire à les commander, du moins en titre, ou combattre avec elles, tel François Ier à Marignan. Son principal collaborateur est le connétable de France, grand officier de la couronne, dont le rôle au XVIe siècle est surtout administratif, et qui a sous ses ordres des maréchaux de France et les officiers subalternes. Parmi ceux-ci, qui ne distinguent aucune hiérarchie rigoureuse, prennent place les prévôts et les commissaires des guerres, qui forment l'essentiel de l'administration et dont le rôle s'accroît au siècle suivant. Par contre, le mode de recrutement se modifie. On voit diminuer d'importance les corps militaires d'origine féodale, comme les francs archers, au profit de ceux créés par Charles VII pendant la guerre de Cent Ans, les compagnies d'ordonnance ou la gendarmerie. Celle-ci, composée de volontaires d'origine noble, groupés en lances, va subsister dans la maison du roi. Mais le rôle essentiel échoua aux troupes mercenaires et aux légions mieux adaptées que les précédents au progrès de l'armement. En effet, sous la direction d'un grand maître de l'artillerie, l'arquebuse a fait son apparition en 1509. Sous Henri II, on constitue des troupes de pistoliers. Les compagnies de mercenaires sont levées dans le pays ou à l'étranger par commission du roi. On en vient à distinguer les vieilles bandes des nouvelles bandes, esquisses d'une infanterie permanente. À l'étranger, le roi recrute notamment en Suisse, conformément au traité de 1516, en Allemagne et en Italie. Dans le pays, l'ordonnance de 1534 crée 7 légions de gens à pied, de 6000 hommes chacune, originaires des différentes provinces, mais l'institution périclite rapidement, et bientôt ne subsistent que les régiments regroupant les bandes permanentes sous l'unique autorité du colonel, soumis lui-même au colonel général de l'infanterie. La cavalerie légère regroupe les compagnies de chevaux légers,
Les services de l'armée s'étoffent. On distingue pour leur budget l'ordinaire et l'extraordinaire des guerres. Si l'organisation militaire est en proie, il n'existe pas encore de service du train et de la discipline qui laisse à désirer, ce dont les civils souffrent particulièrement en temps de guerre. Les conflits européens de la première moitié du siècle, avec les guerres d'Italie 1493-1559 et la seconde avec les guerres de religion 1562-1598, changent la configuration de la guerre. Aux côtés des nobles apparaissent des professionnels. L'infanterie avance au pas en formation serrée. Les divers changements techniques et matériels révolutionnent véritablement la guerre. C'est la renaissance militaire. L'architecture militaire est modifiée. Les fortifications bastionnées se généralisent grâce aux ingénieurs italiens. Les murailles s'abaissent et sont précédées d'un fossé doté d'angles, de coudes et de casemates de tir. Les dispositions prises par un commandant en vue du combat et ses mesures en cours d'action portent le nom très général de tactique. C'est dans ce domaine que la première moitié du XVIe siècle voit s'opérer une révolution radicale, posant ainsi les bases de l'art militaire moderne. C'est l'infanterie et non plus la cavalerie qui sert de pivot aux attaques. L'on distingue désormais les trois armes du combat moderne, l'infanterie, l'artillerie qui prennent une importance croissante et enfin la cavalerie. L'artillerie commence à se développer au milieu du XIVe siècle, mais ne joue un rôle notable qu'au milieu du XVe siècle, durant laquelle elle fait d'importants progrès techniques. De la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle, celle-ci connaît une croissance régulière. Le canon est au XVIe siècle une véritable révolution militaire. Et bien plus que le canon qui existait déjà au siècle précédent, c'est le boulet de fer qui se révèle être une innovation capitale, pouvant ainsi détruire les forteresses du Moyen-Âge. Le canon s'allège et devient aisément transportable. L'armée du roi de France dispose très tôt d'un parc impressionnant d'artillerie, qui joue un rôle majeur dans les succès français en Italie. L'artillerie est utilisée non seulement lors des sièges, mais également dans les batailles en race campagne, où elle sert à disloquer les carrés d'infanterie. Face à l'infanterie et à l'arrivée de la poudre, l'importance relative de la cavalerie lourde, plutôt inadaptée aux nouvelles conditions, diminue, mais garde une importance psychologique et sociale. La transformation de l'art de la guerre oblige l'aristocratie chevaleresque à s'adapter. La cavalerie lourde ou gendarmerie est formée de compagnies d'ordonnance, comme sous Louis XI. Une compagnie se compose de 30 à 40 hommes. À partir du XVIe siècle, les effectifs de la cavalerie de choc diminuent fortement. Dans le même temps, sur les champs de bataille, cette cavalerie lourde devient inefficace face aux troupes à pied, groupées en blocs hérissés de lances, hallebardes et arbalètes. L'armure, pour se protéger des coups de mousquet, devient en effet extrêmement lourde, et le développement des armes à feu la rend inutile. Au milieu du XVIe siècle, les troupes à cheval adoptent donc une arme courte et facile à charger, la pistole, remplacée par la suite par le pistolet permettant alors de tirer à bout de bras. C'est l'arme favorite des Reths allemands et il est adopté par la cavalerie légère lors des guerres de religion. L'artillerie et les armes à feu portables détrônent ainsi l'ancienne suprématie de la chevalerie féodale, lourde, peu à peu remplacée par la cavalerie légère ou chevaux légers, dont la légèreté de l'armement lui permet de manœuvrer avec beaucoup plus de facilité. Une autre évolution notable est celle de l'infanterie, dont le rôle ne cesse de croître, notamment sous François Ier, avec le développement de l'arquebuse. L'infanterie devient la partie la plus prépondérante des armées dans la seconde partie du XVIe siècle. L'artillerie stagne et la cavalerie est en déclin. Partout s'organisent de solides infanteries, dont deux se révèlent particulièrement efficaces, les terribles et invincibles tertios espagnols et l'infanterie suisse. Le tertio améliore le système en associant à la puissance de feu des arquebuses une organisation technique qui regroupe les trois armes, infanterie, cavalerie, artillerie. La grande nouveauté dans les tertios espagnols au début du XVIe siècle est la présence dans la même unité tactique de piquiers pour repousser la cavalerie et de tireurs pour réduire la capacité offensive de l'infanterie ennemie. Les piquiers constituent le cœur des tertios,
à la pique ou à la hallebarde. Les tireurs armés d'une arquebuse et d'une épée sont remarquablement efficaces. Comme les rois d'Espagne avant 1643 et Frédéric II de Prusse de 1757 à 1762, Louis XIV eut de 1672 à 1714 l'armée la plus forte d'Europe, la seule qui fut alors capable de tenir tête à une coalition. Le meilleur atout du géant du grand siècle fut sa taille, car l'armement et la tactique différaient peu d'une armée à l'autre. Or, d'après les estimations les plus faibles, Louis XIV disposait de 420 000 hommes en 1690. Les effectifs ayant sextuplé depuis les guerres de religion et doublé pour le moins depuis la guerre de 30 ans. Ce redoutable instrument de guerre fut l'œuvre d'une administration extraordinairement efficace. Il n'a pu croître et subsister que grâce aux ressources intrinsèques d'un royaume peuplé, dont l'économie était en somme, malgré quelques ratés, une robuste machine. Cependant, malgré ses caractères spécifiquement français, l'armée de Louis XIV résulte d'une évolution des Slaves dans plusieurs autres pays d'Europe. Il semble y avoir eu un peu partout une étatisation du fait militaire et une rationalisation de l'armée. Mais rappelons que l'Espagne avait précédé dans cette voie des pays comme la France, l'Autriche et l'Angleterre, où la vénalité des charges militaires allait limiter longtemps l'emprise de l'administration civile sur la gestion des corps de troupes. Tel historien militaire privilégié l'apparition des armées permanentes ou plutôt le maintien en activité pendant la paix d'une part croissante du potentiel militaire, tel autre observe justement que l'armée française a cessé d'être un agrégat de formation recrutée le plus souvent par contrat. Comme on l'a vu, l'art de la guerre au XVIe siècle est marqué par des guerres incessantes et d'une renaissance également militaire et technologique, marquant une rupture avec le Moyen-Âge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.